Ce que vous entendez là est une œuvre d'Elsa Biston, une compositrice de musique électroacoustique et instrumentale. Cette œuvre est constituée d'une trentaine d'objets vibrants comme des bidons, des feuilles ou des plaques. Chaque objet diffuse sa propre mélodie à base de vibrations et tremblements grâce à un transducteur fixé dessus. Et je dois dire que quand on m'en a parlé pour la première fois, je me suis tout de suite demandé c'est quoi un transducteur? Heureusement, Internet existe, et quelques recherches plus tard, j'appris qu'un transducteur est un dispositif qui transforme un signal physique en un autre signal fonction du précédent. Elsa Biston utilise un modèle particulier de transducteur, des transducteurs électroacoustiques, c'est-à-dire capables de transformer des signaux électriques en signaux sonores, et vice-versa. Or, ces types de transducteurs, on en trouve dans tous les systèmes de sonorisation modernes, et associés à des membranes dimensionnées pour produire un son propre, cela forme un haut-parleur. Et ironiquement, pour une série dédiée au son, on a jusqu'ici complètement snobé ces appareils, pourtant au cœur de la production sonore et musicale. Aujourd'hui, nous allons donc remédier à ça. On va disséquer des haut-parleurs. Conçus au départ pour transmettre des informations à courte distance, les haut-parleurs sont aujourd'hui massivement employés dans les technologies de communication, que ce soit un téléphone, un ordinateur, un téléviseur, des oreillettes ou des enceintes. On en trouve absolument partout. Même mon micro-ondes en est équipé pour m'informer que mes knackis sont cuites. En couplant des haut-parleurs à un système d'amplification, on peut aussi moduler le volume du son en sortie, notamment pour l'augmenter, ce qui s'avère bien pratique quand on s'adresse à un public nombreux et dispersé. Et d'ailleurs, si vous en doutiez, c'est bien de là que vient le sens du mot. Un haut-parleur, ça parle haut. Plus fort, quoi. Dans un haut-parleur, le transducteur électroacoustique a pour mission de transformer un signal électrique en un signal acoustique. Bien souvent d'ailleurs, le signal électrique est déjà un signal acoustique préalablement transformé via un autre transducteur, comme un micro. Mais passons sur la genèse du signal. On attend du transducteur qu'il soit capable de générer une onde sonore à partir d'un courant électrique. Notre première vidéo s'était attardée sur la production du son à partir de vibrations. Nous vous invitons donc à aller la revisionner pour comprendre comment cela fonctionne. Mais pour résumer, retenez que pour produire une onde sonore, il est nécessaire d'avoir un dispositif vibratoire. Un transducteur doit donc être un appareil qui vibre. Vous pouvez visualiser ces vibrations en disposant des enceintes en position horizontale, membrane vers le haut, et déposer dessus des petites billes de papier. Quand du son est diffusé, les billes se mettent alors à danser. On peut même remplacer ces billes par du sable, de l'eau, ou même un mélange d'eau et de fécule de maïs pour observer des comportements de matière vraiment étranges. Par contre, vous pouvez dire adieu à votre matériel après ça. Après, vous le savez bien, il y a les mauvais haut-parleurs et il y a les bons haut-parleurs. Le bon haut-parleur, quand il reçoit un signal, il émet un bon son. Alors que le mauvais haut-parleur, lui, quand il reçoit un signal, il émet un son. Mais mauvais. Donc c'est un mauvais haut-parleur. Faut leur expliquer aux gens parce qu'ils savent pas faire la différence après. Pour distinguer plus efficacement le bon haut-parleur du mauvais haut-parleur, on se réfère à la fidélité du son, un paramètre qui sert à juger de la qualité du son en sortie. Les meilleurs appareils, ceux qui reproduisent un son très fidèle à ce qui est attendu, sont dits de haute fidélité, ou high fidelity en anglais. En abrégé, ça donne hi-fi. La hi-fi. Et si pour émettre un simple bip de micro-ondes, le consommateur ne va pas trop se préoccuper de la fidélité, en revanche, pour un casque audio ou des enceintes, il sera beaucoup plus regardant. Pour chaque besoin, il existe donc une technologie de haut-parleur associée, et donc un système de transducteurs distincts. Il en existe même 3 types principaux. Les transducteurs piézoélectriques, les transducteurs électrostatiques et les transducteurs électrodynamiques. Ça fait beaucoup là, non? Effectivement, oui, ça fait pas mal d'infos d'un seul coup. Partons donc pour un petit tour d'horizon. Commençons avec la catégorie des transducteurs piézoélectriques, qui utilisent une technologie un peu à part. Ils assurent la transformation du signal grâce à une famille de matériaux appelés matériaux piézoélectriques et qui ont une propriété mécanique remarquable. Ils se déforment lorsqu'ils sont traversés par un courant électrique. Généralement fabriqués en céramique, ce sont de petits appareils. Il suffit alors de fixer une membrane sur le matériau piézoélectrique pour mettre cette dernière en mouvement et générer une onde sonore. Grâce à leur petite taille, les transducteurs piézoélectriques se glissent facilement dans des objets légers et transportables, comme dans les téléphones. Leur petite taille impose aussi une limite d'utilisation dans les sons aigus, là où ils sont le plus fidèles.
C'est pour cela notamment qu'on les utilise comme beepers, en particulier dans les appareils électroménagers. Les transducteurs électrostatiques et électrodynamiques fonctionnent, eux, grâce à l'induction électromagnétique. L'électromagnétisme, c'est une interaction physique entre les champs magnétiques et électriques. Son domaine d'action est extrêmement vaste puisqu'elle permet de comprendre de très nombreux phénomènes comme les rayonnements lumineux, la présence d'un champ magnétique autour de la Terre, les ondes radio, ou encore de produire des appareils électroniques. Quant à l'induction électromagnétique, il s'agit d'un des phénomènes rendus possibles par l'électromagnétisme. Si vous avez l'habitude de cuisiner, le terme d'induction doit vous être familier. C'est en effet le nom donné à une catégorie de plaques de cuisson fonctionnant à l'électricité. Le circuit électrique, situé sous la plaque, a la forme d'une bobine, comme c'est indiqué sur le symbole associé. Une casserole ou une poêle placée sur la plaque ressent ce courant électrique, et par ricochet, un courant électrique apparaît dans la poêle. C'est ça qu'on appelle l'induction. Et c'est ce courant électrique induit qui va, lui, chauffer les aliments. Maintenant, je vais vous montrer comment détourner l'usage des plaques pour produire, non pas de la chaleur, mais du mouvement. Alors bien entendu, on ne joue pas avec les plaques de cuisson normalement. Donc avant de m'imiter, je vous invite à être très vigilant. Plutôt que de placer une poêle sur une plaque à induction, j'y dépose une feuille d'aluminium. J'allume la plaque, et là, on observe que la feuille bouge d'elle-même, spontanément, comme repoussée par la plaque de cuisson. Si l'on maintient la feuille en place, on peut même la voir se débattre, comme si elle voulait s'enfuir. Pour comprendre comment un tel phénomène peut avoir lieu, il faut savoir qu'un courant électrique est systématiquement accompagné d'un champ magnétique. Ainsi, un circuit électrique peut être considéré comme un potentiel aimant. On peut même parler d'électroaimant. Dans notre expérience, puisqu'il y a deux courants électriques en jeu, celui de la plaque et le courant induit dans la feuille, alors il y a deux champs magnétiques face à face. Or, vous le savez, les aimants peuvent s'attirer ou se repousser selon le sens dans lequel on les place. Chaque aimant est constitué de deux pôles, un pôle nord et un pôle sud. Pôle nord et sud s'attirent, tandis que pôle nord et nord ou sud et sud se repoussent. Les pôles constituent les extrémités de ce qu'on appelle un champ magnétique. Or, le champ magnétique d'un courant induit est toujours opposé au champ magnétique du courant inducteur, et c'est pourquoi la feuille d'aluminium est expulsée de la plaque. Et finalement, il se passe exactement la même chose avec vos ustensiles de cuisine. Mais comme ils sont lourds, ou en tout cas plus qu'une feuille d'aluminium, ils restent en place. C'est là d'ailleurs que l'expérience devient sensible, puisque la feuille d'aluminium immobilisée finit par chauffer, et en raison de sa finesse peut potentiellement fondre. On ne s'attarde donc pas plus de 2-3 secondes. Revenons alors à nos transducteurs. Les transducteurs électrostatiques utilisent cette induction électromagnétique pour mettre la membrane en mouvement grâce à deux électrodes qui l'encerclent. Parcourue par un courant électrique continu, la membrane, soumise elle aussi à un phénomène d'induction électrique, fait alors comme notre feuille d'aluminium et se déplace au rythme du signal électrique des électrodes. Quant au dernier modèle de transducteur, le transducteur électrodynamique, c'est le modèle le plus fréquent dans le commerce et c'est aussi celui auquel tout le monde pense en premier lieu avec ses membranes circulaires sombres, certaines petites, d'autres plus grandes et percées en leur centre. Si on regarde de plus près, le centre de la membrane est fixé à un cylindre métallique et si on en approche un objet sphérique, hop, il se colle. Il y a donc un aimant à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas sur un transducteur piézoélectrique. En fait, à l'intérieur de ce cylindre, il y a une bobine enroulée sur la partie basse de la membrane, et l'aimant est placé dans la bobine, mais sans la toucher. Le courant qui traverse la bobine produit un champ magnétique, et puisque le courant électrique est variable, comme c'est le cas quand il s'agit de production d'un son, alors le champ magnétique produit par la bobine sera lui aussi variable, et la bobine sera alternativement attirée ou repoussée par l'aimant. La bobine étant libre de ses mouvements autour de l'aimant, ces déplacements sont répercutés sur la membrane qui produit alors une onde sonore. Pour résumer, les transducteurs piézoélectriques transforment le signal électrique en onde sonore grâce à l'effet piézoélectrique du matériau constitutif, tandis que les transducteurs électrodynamiques et électrostatiques assurent cette fonction grâce à l'induction électromagnétique. Mais quel que soit le modèle de transducteur choisi, les membranes restent un élément essentiel à la fidélité au son. Et c'est le point central de l'œuvre d'Elsa Biston. Les enceintes de chaîne Hi-Fi sont souvent dotées de plusieurs haut-parleurs. Cela est dû aux contraintes physiques quant à la fidélité. Pour les sons graves, on peut utiliser des membranes de grand diamètre. En revanche, pour les aigus, les grands diamètres ne sont pas idéaux, la membrane étant trop lourde pour osciller aux hautes fréquences. On ajoute alors un second haut-parleur de plus petite taille, plus mobile et donc plus adapté à la restitution des aigus.
Et si l'on veut un son de très haute qualité, on peut multiplier le nombre de haut-parleurs pour une même enceinte pour reproduire le plus fidèlement possible les fréquences intermédiaires. C'est d'ailleurs ce qui se fait pour les basses, ces ondes sonores très graves, proches de la limite audible des infrasons, qui sont émises par des enceintes plus grandes encore. Dans son travail, Elsa Piston substitue les membranes des haut-parleurs par des objets de nature et de taille très différentes. La fidélité n'est évidemment pas optimale, mais ce n'est pas l'objectif. Comme elle le dit elle-même, tremblement de feuilles de papier, résonance et tonnerre des plaques métalliques, bruit parasite induit, saturation qui rendent impossible l'identification précise des sons à travers eux. Un peu à la façon d'un orchestre où les yeux fermés on chercherait à reconnaître les instruments à leur timbre, cette recherche nous invite à sonder l'environnement sonore pour questionner la matière à l'origine des vibrations. C'est aussi une invitation à plonger au cœur du son, environné par ces objets résonnants et vibrants, qui nous proposent chacun, avec ses propriétés, un concert spatialisé de voix surprenantes.